Nissan Gabriel. Laissez-vous guider par les experts du groupe Nissan Gabriel, la référence Nissan au Québec. Visitez le nissangabriel.com. Nissan Gabriel, pour vous. Alors, non seulement la loi 21, mais la contestation de la loi 21 et la contestation de la juge qui doit se prononcer sur la contestation de la loi 21, tout ça fait évidemment beaucoup jaser. Et il y a le docteur en droit et politologue Frédéric Bérard qui aussi, sur sa page Facebook, réagit régulièrement à tout ce dossier-là. On voulait lui parler parce que récemment, il a réagi au fait que le premier ministre François Legault allait dire que, peu importe la décision de la Cour, que de toute façon, il irait de l'avant avec la loi 21. Donc, Frédéric Bérard est au bout de la ligne. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Sophie. Qui aurait cru que on passerait autant de temps à parler de cette loi 21, de la contestation de la loi? Et toi, comme docteur en droit, donc, tu dois trouver ça assez intéressant à quel point les gens s'intéressent à la loi. Ouais, en fait, c'est merveilleux parce que tu vois, là, je te parle de l'Université de Montréal, là, de la faculté de droit où j'enseigne le droit constitutionnel et donc le gouvernement Legault me donne beaucoup de matière pour analyser ça avec les étudiants et les étudiantes, ce qui est assez merveilleux, en fait. Même parfois, je dirais que la réalité dépasse la fiction. Je ne serais pas aussi talentueux à créer des examens avec des trames factuelles semblables. Des fois, la réalité dépasse la fiction, hein? Disons, totalement dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci. Alors, je veux revenir sur un texte que tu as écrit où tu disais que ta première réaction quand tu as vu les propos de la juge Duval-Essler, dont on parlait un petit peu plus tôt avec Frédéric Bastien, tu as dit que tu es parti à rire. Pourquoi est-ce que tu as trouvé ça si drôle? C'est quelle partie de ce qu'elle a dit que tu as trouvé drôle? C'est parce que rire dans l'optique où à un instant, là, un juge, et là, on parle pas de n'importe quel juge, on parle de la juge en chef du Québec, là, hein? Quand tu es juge en chef de la Cour d'appel du Québec, tu es de facto juge en chef pour l'ensemble du Québec, donc tu es au sommet de la hiérarchie, et là, tu réduis, hein, les supporters de la loi 21 à des gens qui ont des allergies visuelles. Je trouve ça, franchement, d'un mépris quand même assez épouvantable. Et surtout, quelle ligne vient d'être franchie ici côté impartialité, parce que, bon, évidemment qu'il y en a là-dedans qui ont des allergies visuelles, là, c'est clair, il y en a des islamophobes, mais il y en a aussi un nombre appréciable qui appuient pas la loi 21 pour des raisons du genre. Il n'y a plus la loi 21 pour s'y considérer être un principe qui est celui de la laïcité et tout ça. Donc, qu'une juge ose, si je peux dire, traverser cette ligne-là et de faire part de son biais, j'ai trouvé ça absolument comique. Là. Je dis pas que j'appuie, évidemment, là, si tu as lu l'article au complet, bien sûr. Je le dénonce, mais franchement, je me souviens pas d'un truc du genre, là, du moins pas dans les années récentes. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que toi, tu as un problème avec la loi 21, donc tu ne fais pas partie de ses partisans, et pourtant, absolument, tu défends le fait que tu ne veux pas, justement, que les partisans de la loi 21 soient réduits à des gens qui sont malades. En fait, c'est une sorte de caricature. C'est ça qui est problématique. Oui. Un petit peu plus loin dans ton texte, tu dis, tu nous questionnes, nous les gens qui sommes pour la loi 21. Moi, je m'en cache pas. Hein. Dans ce dossier-là, je suis tout à fait partiale. Nos positions sont bien établies. Oui, puis les auditeurs le savent. Tu sais, je veux dire, c'est clair. Moi, je suis une fille d'opinion, donc je suis pas tenue à un droit de réserve. Tu dis, tu nous poses une bonne question. Nous, les défenseurs de la loi 21, on dit, elle ne fait pas discrimination puisqu'elle s'applique à toutes les religions. Toi, tu dis que c'est du phony baloney, cet argument-là. Explique-moi pourquoi. En fait, qu'on se comprenne bien, hein, par exemple, l'article 15 de la Charte canadienne ou 10 de la Charte québécoise protège ce qu'on appelle ou assure le droit à l'égalité. Puis le droit à l'égalité, c'est que tu ne peux pas être discriminé sur des motifs qui sont précis. Par exemple, l'État ne peut pas discriminer sur l'âge, ne peut pas discriminer sur la race, sur le sexe, sur la langue, et ne peut pas discriminer sur la religion non plus. Or, j'ai vu passer certains textes, notamment dans Le Devoir, il y a ça peut-être 2 ou 3 semaines, qui disaient non, en droit, ce n'est pas de la discrimination parce qu'on discrimine toutes les religions de manière égale, ou on vise toutes les religions de manière égale. Or, le problème avec ça, de cet argument-là, puis après moi, il est patent, c'est que
la religion est protégée comme motif, mais le droit de ne pas croire aussi. Donc, dans ce cas-ci, tu me dis, oui, mais tous ceux qui croient, on va les discriminer de manière égale, mais je comprends bien, mais c'est quand même sur la base d'une religion que tu les discrimines, parce que celui qui n'est pas religieux, lui, n'est pas discriminé par la loi 21. Non, parce que tous les gens qui sont religieux ne portent pas des signes religieux. Si la loi disait toute personne qui est religieuse ne pourra pas travailler, mais c'est pas ça qu'on dit. On dit toute personne qui porte un signe religieux ne pourra pas le porter pendant ses heures de travail. Je comprends l'argument, mais non, mais attends. Oui, vas-y. Votre honneur, je demande le droit, je demande la parole, le droit de réplique. Voilà. C'est que je prends par exemple des partisans de la loi 21. Je pense à Jamila Benhabib, je pense à Leila Lesbeth, je pense à Nadia El Mabrouk qui vient d'écrire un livre justement sur la laïcité. Ce sont des femmes de culture ou de confession musulmane qui ne portent pas le voile et qui sont pour la loi 21. Donc, Leila Lesbeth, elle travaille dans le milieu de l'éducation. Elle ne porte pas de voile. Si c'était une discrimination purement sur la religion, ben Leila Lesbeth ne pourrait pas travailler dans le domaine de l'enseignement. Or, c'est pas ça qu'on dit. La loi 21 pas uniquement sur le port de signes religieux. On demande simplement aux gens, pendant leurs heures de travail, de retirer le signe religieux. Donc, à la rigueur, je te dirais que c'est une discrimination vestimentaire plus qu'une discrimination religieuse. Ben, ma réponse à ça sera la suivante, c'est que quand on parle de liberté de religion ou de droit à la religion qui est protégé ici par l'entremise de 15, ça inclut, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la jurisprudence internationale, c'est la jurisprudence nationale de la Comité des droits de l'homme de l'ONU notamment, qui inclut le droit de porter un signe religieux. La liberté de religion, c'est quoi? C'est le droit de croire, évidemment, c'est le droit de pas croire aussi, c'est le droit de professer sa religion, c'est le droit d'avoir un lieu de culte et c'est le droit de porter un signe religieux. Or, la loi 21, tu viens de le dire, empêche justement le port de ce signe-là. Donc, par la force des choses, si ce port de signe-là est protégé par la liberté de religion, tu discrimines sur la religion. Maintenant, il y a un autre volet de l'argument où j'aimerais me rendre parce que ça peut être intéressant. Si on n'avait pas eu la disposition dérogatoire dans ce cas-ci, le débat aurait été le suivant. Pour moi, le truc de la discrimination, ça fait pas de doute, comme je viens de te dire, on peut être d'accord sur tout, cela dit, mais ça veut pas dire que parce que j'ai raison là-dessus, que le débat est clos. Je m'explique. La Cour, à mon avis, aurait dit, oui, il y a discrimination sur la base d'un signe religieux, c'est une discrimination qui est prohibée par la Charte, ça va, mais ça, c'est seulement la première étape. La deuxième étape que font les juges dans ce cas-ci, et là, ça devient intéressant, c'est qu'ils essaient de voir si la violation de ce droit-là ou de cette liberté-là se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ça, c'est une espèce de clause de rachat, de test de sauvegarde, si tu veux, où on se dit, dans notre société, il est permis de violer des droits et libertés parce qu'ils ne sont pas absolus. Et là, dans ce cas précis, est-ce qu'une société libre et démocratique permettrait la violation du droit du port du signe religieux? Et là, il y aura un débat qui s'en suivrait. Le test a 4 critères, je n'entrerai pas là-dedans parce que c'est un peu technique. Non. Et ça fait en sorte qu'on évalue, socialement parlant, quel type de société on veut avoir. Donc, en d'autres termes, souvent, les partisans de 21 se braquent quand on dit que la loi est discriminatoire, mais en soi, c'est pas la fin du monde. Par exemple, la loi 101, c'est une loi qui est discriminatoire, qui discrimine sur la base de la langue. Mais moi, je fais pas d'urticaire avec ça. J'appuie la loi 101 et elle a été confirmée, sa validité a été confirmée par les tribunaux parce qu'on dit oui, au Québec, la loi 101 peut se valider parce qu'on est une société libre et démocratique qui accepte ce genre de discrimination parce que c'est nécessaire pour favoriser le fait français et tout le tralala. Voilà, puis c'est aussi la question des droits individuels versus le bien commun. Absolument, voilà. Parfait. Donc, c'est un excellent pour résumer. point. C'est exactement ça. Bon, ben là, c'est moi qui donne ton cours de droit tout à l'heure à l'Université de Montréal. Bienvenue, mais c'est dans 25 minutes, donc fais ça vite. Oui, en effet. Dans ton texte, tu parles des opposants à la loi 21. Tu dis qu'ils n'ont aucune chance, selon toi, de gagner en cour d'appel parce que tu dis, et je cite, ils sont allés trop vite, la preuve est bâclée et surtout, obtenir la suspension d'une loi contestée sur le fond relève du quasi-miracle. Je veux revenir sur quand tu dis la preuve est bâclée. Ils ont soumis quand même au cours des derniers jours le témoignage de différentes femmes qui disent mon rêve va être brisé, je pourrais pas devenir enseignante. Donc, est-ce que ça pourrait être un argument au contraire qui est pas bâclé? Ben regarde, si tu regardes mon texte
dans l'ordre. Ce que tu viens de lire là, c'est au début. C'est lorsqu'ils ont plaidé en cour supérieure cet été devant le juge Michel Hiergeau, ils ont perdu. Et pourquoi ils ont perdu? Parce que justement, ils sont allés trop vite. Aussitôt que la loi a été adoptée, ils sont débarqués en cour supérieure en panique et ils n'avaient pas préparé les affidavits. Un affidavit, c'est un témoignage écrit. Tout ce qu'il y avait, c'était le témoignage d'une dame qui commençait à étudier en enseignement à l'université et qui disait dans 3-4 ans, je vais me faire barrer à l'emploi, blablabla. Alors, le juge a dit, il n'y a pas d'urgence ici. Le temps qu'on entende le fond, probablement que madame aura terminé ses études, puis on verra rendu là. Alors, ce que j'ai écrit, là, ce que tu as lu, c'est par rapport à ce volet-là. D'accord. Maintenant, quand ils sont allés en cour d'appel, là, ils ont obtenu la permission de la cour de produire des nouveaux affidavits qui, eux, sont beaucoup plus intelligents, si je peux dire, parce qu'ils parlent de cas réels où Madame X et Madame Y sont actuellement dans une position où la loi 21 leur empêche leur embauche alors qu'ils ont fini leur bac. OK, alors, tu vois comment, en droit, là, comme en littérature, comme en journalisme, les mots sont importants, Frédéric. Ah, ça, je te garantis. Maître Bédard, les mots sont importants. Bérard, voyez la preuve que les mots sont importants. Bérard, oui, non, écoute. Alors, t'as dit, la loi les empêche de travailler. Il faut arrêter de dire ça, Frédéric. La loi ne les empêche pas de travailler. Je vais te donner un exemple qui est un tout petit peu boiteux, mais comme on dit en anglais, bear with me. Si je vais travailler chez McDonald's, je vais arriver chez McDonald's, on va me dire, Sophie Durocher, enlève ta tuque, enlève tes vêtements, porte le petit costume de McDo avec la petite casquette. Si je m'en vais travailler chez Rona, on va me demander de porter l'uniforme de Rona, etc., etc., etc. Est-ce que si moi, je refuse de porter le chapeau de McDonald's, est-ce que je peux dire, McDonald's m'empêche de travailler? Ben non. C'est moi qui m'empêche de travailler parce que je refuse de me soumettre à une demande vestimentaire de McDonald's. Je prends ça, je fais un parallèle. Fatima veut travailler comme enseignante, elle veut travailler comme procureure de la couronne, elle veut travailler comme policière. Elle refuse de porter le costume de la neutralité que l'État lui demande. Donc, c'est elle qui s'empêche de travailler. C'est pas l'État qui l'empêche de travailler, Frédéric. En fait... bon argument quand même. Pardon? Je pense que tu cherches tes mots, là. Ah non, je te laissais finir parce que je suis poli, puis de toute façon, c'est toi qui es l'animatrice. Alors, je veux pas t'embarquer par-dessus. De toute façon, ton micro est plus fort que le mien. Alors, ce que je veux dire en rapport à ça, c'est que le droit de porter une tuque, n'en déplaise à Catherine Dorion, là, c'est pas prévu par les chartes ni les instruments internationaux. Or, le droit de porter un signe religieux, lui, est protégé par la liberté de religion, comme on l'expliquait tout à l'heure, ça revient au même argument. Et donc, de ce fait-là, si tu me dis, si tu vas avoir une job, faut que tu enlèves ton signe religieux, tu violes le droit à l'égalité et la liberté de religion. Et là, on revient au même concept que tout à l'heure. Ça, tant qu'à moi, cette étape-là dont je viens de te dire, ça fait pas de doute, c'est une violation de la liberté de religion parce que mon droit de porter signe religieux, il est reconnu par la jurisprudence nationale et internationale. Cela dit, une fois que c'est fait, on passe encore une fois à la deuxième étape et là, on va faire le débat à nouveau, à savoir, est-ce que les intérêts collectifs du Québec devrait l'emporter ici. Évidemment, on était capable de démontrer que la laïcité est nécessaire et bon, tatata. Et si tel est le cas, est-ce que ces intérêts-là sont supérieurs aux libertés individuelles? Et tu vois, la réponse, ça peut être oui. Je vais te donner un exemple très rapidement, si tu veux. Oui. Il y a ça quelques années, ça fait pas longtemps, la Cour suprême du Canada a décidé d'une décision qui est particulièrement intéressante tant qu'à moi, c'est de la communauté des Utérites, qui est une petite communauté en Alberta. Le gouvernement albertain a dit, là, on va mettre les photos sur les permis de conduire pour des raisons d'identification, de sécurité, bon, et tout le tralala. Les Utérites ont plaidé, vous violez notre liberté de religion avec cette exigence-là, parce que nous, on n'a pas le droit de se faire prendre en photo, c'est un péché de vanité et je ne sais quoi. On se ramasse en Cour suprême. La Cour suprême dit, effectivement, de vous forcer à mettre une photo, c'est une violation de vos préceptes religieux. Ça viole la liberté de religion. Je passe, ceci dit, à la deuxième étape, la société libre et démocratique, et j'arrive à la conclusion que oui, une société libre et démocratique peut vous forcer à mettre votre photo pour des raisons d'identification, de sécurité et donc d'intérêt collectif. Les Utérites ont donc perdu. La photo est maintenant obligatoire. Puis si tu veux pas, conduis pas, ou vous prends un Bixi ou marche, puis ça finit là. Et donc, très intéressant. La liberté de religion n'est pas absolue, et le débat se fait pas souvent à la première étape, mais se fait à la deuxième. Et ce qui est dommage avec la dérogatoire de Legault et de Jean Barrette,
c'est qu'on ne pourra pas faire ce débat-là sur la société libre et démocratique parce qu'ils ont plaqué la dérogatoire parce qu'ils ont eu la chienne. Voilà. Ah, ben non, parce qu'ils avaient le droit de le faire et la légitimité de le faire. Écoute, j'ai l'impression qu'on amorce ce débat-là parce qu'on n'a même pas parlé de la liberté de conscience de nos petits-enfants qu'on confie à des professeurs quand ils vont à l'école publique. Et puis, il y a plein d'autres choses aussi. Il y a la clause orpheline, puis il y a le fait que que ça s'applique pas dans les écoles privées. Écoute, il y a plein d'autres sujets. Fais-tu la promesse que tu vas revenir puis qu'on va en parler? Ben, je me souviens pas de t'avoir déjà dit non, en tout cas. Ça, j'aime ça. J'aime ça. Merci beaucoup. Quand tu veux. À bientôt. Frédéric Bérard est docteur en droit et politologue. Merci d'écouter. On n'est pas obligé d'être d'accord.